Merci Franck, merci beaucoup. Et merci Amélie, Patrice et toute l'équipe. C'est vraiment, je l'ai dit à Franck, et ça va être sur une capture vidéo, donc ce sera gravé à jamais, mais vraiment je suis ravie, c'est une grande joie pour moi d'être ici. Donc voilà, un tout grand merci. Alors, ce que je vais vous proposer cette fois-ci, je vais mettre le micro comme ça, si c'est possible. Voilà. Vous m'entendez bien comme ça, je pense. Oui. Ce que je vous propose, ce cycle-ci, donc saison 11, cycle 2, ça, j'aime bien, on est à la saison 11, c'est incroyable, c'est formidable. C'est d'explorer transhumanisme et posthumanisme. On a l'impression que ce sont deux choses soit très différentes, soit quasi les mêmes. Et c'est d'explorer avec vous finalement, et je vais vous présenter le cycle, avant de commencer à parler, je vais vous présenter le cycle entier, explorer ces deux courants de pensée. Voir en quoi ils sont différents, ils sont en fait assez différents, en quoi aussi il y a des ressemblances, et évidemment voir c'est quoi le transhumanisme, c'est quoi ce courant de pensée, c'est quoi le posthumanisme, mais surtout voir en quoi ces deux courants de pensée nous amènent en fait à repenser ce qu'est l'humain. L'humain, l'humanité, l'humanisme, toutes ces choses qui nous paraissent aller de soi, et quand d'autres penseurs ou d'autres personnes explorent les marges, ça nous permet en fait après de re-raconter autrement finalement qui nous sommes ici en tant qu'humains. Donc voilà le programme en fait en une ligne claire de ce qu'on va faire pendant 6 leçons. Alors la première leçon du jour, c'est vraiment d'abord une petite présentation critique, je dirais une cartographie. Une cartographie, ça veut dire qu'on expose qui sont les acteurs en présence, qui sont ces gens, qui sont transhumanistes, qui sont ceux qui font partie de ce mouvement, qui sont ceux qui sont contre ce mouvement, qui sont les post-humanistes, etc. Qui sont-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils proposent en fait comme vision du monde? Et ensuite essayer de voir, ça dans un deuxième moment finalement, essayer de comparer quels sont leurs projets. Ils ont un projet commun en fait, c'est de se détacher de l'humanisme, en tout cas de repenser autrement l'humain, et de voir c'est quoi ces deux projets, en quoi ils sont de nouveau plutôt dissemblants que ressemblants, mais en quoi ils nous font penser justement. Alors, rapidement, je vous annonce le programme pour la suite, mais évidemment, on aura l'occasion d'en discuter. Donc, dans 15 jours, je vous parlerai plus précisément des politiques du transhumanisme, en quoi le transhumanisme, finalement, annonce un régime politique d'amélioration humaine, mais qui est quand même fortement contrecarré par la réalité des choses, c'est-à-dire les inégalités de santé. Ensuite, le 26 octobre, panique morale et querelles éthiques. Là, j'explorerai avec vous vraiment ce qui a fait le cœur des polémiques autour du transhumanisme, c'est-à-dire cette idée que les transhumanistes, si vous voulez, ils proposent une vision du monde où finalement on améliorerait tellement l'humain qu'il en deviendrait immortel. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un fantasme ou d'une immortalité ou d'une quasi-immortalité, une très longue longévité. Et alors on voit que autour de ça, il y a à la fois la panique morale, mais aussi des querelles éthiques dans l'amélioration, dans la question de l'amélioration des corps humains. Donc ça, ce sera l'objet d'une leçon. Ensuite, pour terminer avec les transhumanistes, il y a beaucoup de choses à dire sur eux, en fait, quand même. Les transhumanistes, on parlera de la métaphysique transhumaniste, c'est-à-dire c'est quoi, finalement, ce projet autour de la nature humaine, c'est quoi ce projet d'amélioration de la nature humaine, en quoi est-ce que, ça nous fait repenser la nature humaine, est-ce que même ce concept même de nature humaine a encore du sens, Et avec cette leçon, je clôturerai dans quelque sorte l'exploration du transhumanisme pour ensuite terminer le cycle avec 2 leçons sur les post-humains. La première leçon, quitter l'exceptionnalisme humain. Ça, c'est véritablement le projet en fait, des post-humanistes, de se dire que les humains ne sont pas au centre du monde, mais ils font partie du monde au même titre que d'autres espèces. Et ça, c'est, je pense, vraiment ce qui est au centre du post-humanisme. Et dans une dernière leçon, nous n'avons jamais été humains. Donc ça, c'est un extrait d'une interview de Donna Haraway dont je vous parlerai, qui, un peu de manière ironique, dit finalement, peut-être que nous n'avons jamais été humains. Et quand elle dit ça, elle dit peut-être que nous n'avons jamais été cet être, ce sujet autonome, qui est maître de lui-même, qui est pris de liberté, stable et cohérent. Peut-être que nous n'avons jamais été comme ça. Peut-être que c'était une fiction auquel nous croyons. Voilà le programme. Je fais un peu la speakerine peut-être pour présenter mon petit programme, mais ça me semblait intéressant de démarrer comme ça. Alors maintenant, je vous propose qu'on y aille. Voilà le plan. J'aime bien structurer les choses, vous voyez. Bon, je trouve que c'est plus facile pour moi et pour vous. Donc le plan, un petit préambule, c'est quoi cette panique morale qui est autour du transhumanisme? Je pense que c'est une des choses qui motive aussi
l'importance de parler de ça, hein, et pas simplement de, comment dire, soit, s'écrier c'est formidable ou s'écrier c'est horrible, hein, se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce phénomène qui fait qu'il y a une panique morale. Ben, vous parlez du transhumanisme, vous parlez du posthumanisme, et puis après vous parlez effectivement de ce projet qu'ils ont en commun, mais pour des raisons différentes, hein, de sortir des humanismes. Voilà, donc on commence comme ça. Pourquoi avoir proposé à Amélie, Franck, Patrice et toute la petite équipe ce projet de leçon? Alors, je pense que la première chose qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe, hein, c'est, à un moment, il y a des, si vous voulez, c'est ça, je disais que Franck, et c'était très intéressant la manière dont il présentait les choses, c'est penser le monde. C'est-à-dire penser aussi l'actualité telle qu'elle nous vient, ou penser aussi un peu l'écume qui remonte comme ça, en tout cas d'un point de vue éthique ou d'un point de vue philosophique. Et alors moi, ça m'a beaucoup interpellé, si vous voulez, ce que j'ai perçu comme étant une panique morale au cœur de la philosophie des techniques et la philosophie des sciences, ce qui s'est présenté comme étant le transhumanisme a provoqué. Et alors là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez assez bien les titres sur les ouvrages, je ne pense pas à mon avis, mais je vais vous les lire, c'est pas grave du tout. Mais voilà, si vous avez accès à ces slides, donc vous pourrez les lire. Hein. Je suis allée faire un tour à la bibliothèque, et alors il y a beaucoup d'ouvrages sur le transhumanisme, et il y a beaucoup d'ouvrages finalement qui ont une tonalité assez catastrophiste. Hein. Donc le transhumanisme, le robot et la pensée, Femme 2.0, alors là ça va encore, l'éclipse de la mort, limites et malheurs du transhumanisme, au péril de l'humain, faut-il avoir peur des transhumains? Enfin, vous voyez, il y a vraiment comme ça beaucoup d'ouvrages, hein, enfin, oui, pas mal d'ouvrages en fait autour du transhumanisme qui sont des ouvrages qui font parler la peur. Alors ça, moi, en tant que philosophe, si vous voulez, ça m'intéresse. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi a-t-on peur? Pourquoi écrit-on des ouvrages avec un ton aussi alarmant et alarmiste, hein? Et donc, il y a beaucoup d'ouvrages d'ailleurs qui se ressemblent, hein, où voilà, les auteurs... je ne dis pas que c'est évidemment pas des copier-coller, mais il y a des choses quand même relativement similaires dans tous ces ouvrages. Donc en faisant un peu comme ça une revue de la littérature ou une revue des ouvrages qui se présentent à nous sur le transhumanisme, il y a beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre des contradicteurs du transhumanisme. Donc vous allez trouver plus de littérature qui va essayer de critiquer et démonter le transhumanisme que l'inverse, hein. Donc ça, c'est aussi intéressant, hein, en termes de cartographie, si vous voulez, de ce phénomène, c'est de voir qu'il y a évidemment des écrits transhumanistes sur lesquels se basent ceux qui écrivent contre lui, mais finalement, ceux qui écrivent contre lui sont sans doute plus nombreux que ceux qui écrivent pour lui, hein. Donc ça, c'est probablement un trait de ce qui nous occupe ici, hein. Et c'est comme ça que je pense que c'est une littérature qui est très engagée, c'est-à-dire qui engage des valeurs très fortes, et qui engage peut-être dans ces valeurs ce qu'on appelle panique morale. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, d'où vient ce concept, hein. Engagé politiquement, c'est-à-dire c'est pas, si vous lisez ça, vous n'allez pas avoir une réception très neutre, hein. Souvent, les philosophes essayent quand même d'être le plus neutre et les plus critiques possible, hein, comme disait Gerscher juste avant, de faire la part des choses. Et ici, on sent qu'évidemment, ils cherchent à le faire, mais qu'en même temps, il y a quelque chose, si vous voulez, d'une espèce d'émotion, d'engagement qui fait qu'il les porte un peu plus, hein. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est même aussi, je dirais, une littérature qui est affectée spirituellement. Alors, il y a beaucoup d'auteurs chrétiens, catholiques, qui écrivent sur le transhumanisme, hein. Ça a beaucoup travaillé l'Église catholique. Alors, Franck faisait mention, d'ailleurs, que je travaille sur les questions de genre. Ben voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui a bouleversé, enfin, sur lequel l'Église catholique et comment dirais-je, tous les auteurs autour d'eux ont beaucoup critiqué. Donc, c'est-à-dire, pour moi, en tout cas, je l'interprète comme étant quelque chose qui vient troubler, hein, quelque chose de l'ordre de notre stabilité, notre rapport au monde stable, hein. Donc, je pense transhumanisme, question de genre. Donc, d'ailleurs, ça me permet de dire que l'année prochaine, j'ai la chance de revenir et je vous parlerai de genre si vous avez toujours envie de m'écouter. Mais donc, voilà, ça fait partie aussi, si vous voulez, de cette panique morale. Alors, c'est quoi, si vous voulez, cette panique morale, hein? Alors, c'est Stanley Cohen, en 72, dans un livre qui s'appelle Folk Device and Moral Panics, qui va proposer ce concept de panique morale. Alors, vous voyez, peut-être qu'ici, vous voyez mieux les titres, hein. Le transhumanisme, faut-il avoir peur de l'avenir? L'homme va-t-il dépasser l'humain? Alors, même moi, je n'arrive pas à bien lire. Les premières
les premières victimes du transhumanisme. Le transhumanisme est un intégrisme. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort. Tous les livres de philosophie ne se présentent pas avec autant de ferveur et de conviction. Donc, c'est ça que j'ai identifié comme panique morale. Alors, Stanley Fall qui dit une condition, un événement, une personne ou un groupe de personnes désignés comme une menace pour les valeurs et les intérêts d'une société, dans lequel il y a des chefs moraux qui sont initiateurs de la dénonciation collective et des boucs émissaires, personnes ou groupes désignés à la vindicte. Alors, ce serait évidemment extrêmement caricatural de désigner les transhumanistes comme étant les boucs émissaires et ceux qui dénoncent le transhumanisme comme étant les chefs moraux, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de cette panique morale, si vous voulez. De quoi a-t-on peur quand on a peur des transhumains ? De quoi ont-ils peur ? Alors, c'est sans doute comme ça que je vais commencer, si vous voulez, à rentrer avec vous dans ce qu'est le transhumanisme. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de transhumanisme ? Alors, le transhumanisme, c'est une utopie libertarienne. Ça, c'est quelque chose que vous allez trouver si vous cherchez un peu c'est quoi le transhumanisme. Une utopie libertarienne qui est née aux États-Unis, qui est très vite, évidemment, s'échappe des États-Unis pour être en Europe, etc. Donc, ce n'est pas réservé au territoire américain, mais c'est vrai que c'est sans doute là où le transhumanisme naît. Alors, ce n'est pas du tout un courant de pensée unifié, mais davantage une famille de pensée. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas un groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui, voilà, un peu comme dans les universités, certains groupes de recherche, à un moment, et comme ce sera le cas d'ailleurs du post-humanisme, voilà, se disent ce qu'on est en train de faire ensemble ici comme recherche, ça, on va l'appeler comme ceci ou comme cela. Ici, vous avez en fait tous des individus, et c'est probablement très propre d'ailleurs aux transhumanistes et à tous ceux qui en sont les fers de lance, des individus, des singularités, et on verra que le concept de singularité, aux prochains épisodes, ce concept-là, il a vraiment une importance fondamentale. Donc tous des individus qui vont se retrouver dans ce courant de pensée qu'eux-mêmes vont appeler transhumaniste, et qui consiste à dire quoi ? À dire que l'humanité, avec l'utilisation des sciences et des technologies, donc il y a une foi dans les sciences et les technologies qui est incroyable, peut surmonter ses propres limites en conduisant sa propre biologie vers une humanité améliorée. Donc très, très simplement, on va dire, les transhumanistes, voilà leur projet. Et donc c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est améliorer les corps, améliorer nos fonctions cognitives, améliorer aussi nos fonctions intellectuelles, évidemment améliorer aussi nos corps. Et donc, quand vous m'entendez ici, vous voyez bien qu'ici, on reconduit évidemment la division corps et esprit. C'est évidemment qu'il faut améliorer nos corps, mais c'est surtout nos esprits qu'il faut améliorer, puisque c'est ça qui fait que nous sommes des êtres humains. Alors, ils vont même jusqu'à penser qu'on peut modifier ou voire penser à des mutations des humains, par des mutations génétiques, par des implants, par des autres technologies biomédicales. Donc il y a vraiment une foi dans tout ce que, tout ce que la futurologie des technologies pourrait nous donner à être, en fait. Et donc, alors, une foi qui est à la fois très réaliste, parce qu'en effet, toutes ces technologies, souvent, elles sont s'ils n'existent pas, elles sont en voie de l'être, mais à un état évidemment expérimental, et pas forcément à un état où tout le monde pourrait les utiliser. Donc il y a, une foi qui est crédible et en même temps quelque chose qui est difficile à mettre en place dans la réalité. Donc il y a toujours, si vous voulez, une espèce de grand écart entre une faisabilité et un fantasme. Et alors surtout, il y a, vous voulez, cette vision qu'on est dans une évolution, qu'en tant qu'être humain, nous évoluons vers une espèce humaine totalement méconnaissable, grâce au rythme exponentiel du développement technologique. Donc vous voyez, en disant ça, je vous ai décrit en fait assez, et je pense qu'en fait, ils écrivent beaucoup, mais ils disent, tous les transhumanistes disent ça, en fait. C'est que finalement, être transhumain, c'est surtout devenir plus qu'humain, surhumain. Et là, vous pensez à tous les imaginaires des super-héros, Superman, Spider-Man, enfin, si vous connaissez des petits garçons de 4-5 ans, j'imagine que vous connaissez Spider-Man, puisque eux sont en général très très fans. Mais donc c'est quoi Spider-Man, Superman ? Ce sont des humains plus qu'humains, c'est-à-dire qu'ils restent humains, mais ils ont des pouvoirs magiques, ils ont des capacités exponentielles de pouvoir être encore plus qu'humains. Alors, j'y reviendrai sur cette question-là, être plus qu'humain, c'est quelque chose qui nous occupera beaucoup, surtout dans les prochaines leçons. Mais donc, vous voyez, tout ça est à la fois quelque chose qui est d'ordre de la science-fiction, mais qui en même temps prend un ancrage réaliste dans des développements technologiques tout à fait réels, tout à fait
faisable, hein, avec de la recherche extrêmement high-tech, qui promet des choses et qui parfois réalise ses promesses. Hein. Alors, il y a cette idée aussi de l'immortalité, en tout cas la mort de la mort. Hein. Alors peut-être qu'il ne prône, comment dirais-je, l'horizon ultime évidemment est de devenir immortel, hein, mais surtout un horizon ultime beaucoup plus réaliste, en tout cas de décaler la mort, hein, de devenir finalement mortel le plus longtemps possible, mais surtout en vivant dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre 120, 130, 140 ans en étant tout à fait bien, hein, c'est-à-dire en pouvant user de nos capacités cognitives, physiques, de manière tout à fait agréable et sans contrainte. Hein, donc il y a cette idée-là, et c'est ça, en ça aussi que c'est très libertarien, ça s'ancre, si vous voulez, dans un rapport au monde qui est de jouir de sa pleine liberté, de la liberté qu'on est au monde. Hein. Et alors, pour terminer, évidemment, il y a mille choses d'autres choses à dire, mais aujourd'hui c'est un peu l'apéritif, hein, de ce qu'on va pouvoir dire sur le transhumanisme. La quête de la singularité. Alors ça, c'est Kurt Weill, hein, qui est un des théoriciens du transhumanisme, qui promeut justement cette idée de la singularité, c'est-à-dire que chaque être humain est appelé finalement à se réaliser soi-même et à devenir finalement pour lui-même plus qu'humain. Hein, mais je vous en reparlerai de manière plus fouillée la fois prochaine. Donc, vous voyez, là, on a déjà un peu cadré l'idéologie, les idées, hein, bon, le courant de pensée. Alors, qui sont ces transhumanistes, hein, dont je vous dis finalement, ils sont parfois moindres que ceux qui sont contre eux. Alors, il y en a évidemment beaucoup plus que ce que je n'ai ici listé, hein, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais on peut relever, je dirais, 4 noms qui reviennent souvent quand on les désigne comme tels. Yannick Bostrom, hein, qui est suédois, et qui fonde la World Transhumanist Association, dès 1998 avec David Pearce. En 2004, il fonde aussi l'Institut d'éthique pour les technologies émergentes. Hein, et là, vous voyez aussi que l'éthique n'est jamais loin, mais pas toujours non plus pour les bonnes raisons. Hein, ça, on en reparlera aussi, hein, dans cette question de panique morale, où se trouve l'éthique. Ça, c'est aussi très, très intéressant. Alors, vous avez en France Laurent Alexandre, donc vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est quelqu'un que je pense qui est assez médiatique, mais qui va promouvoir aussi des idées comme ça, hein, aux fonctionnaires, d'abord urologue de formation, entrepreneur, chroniqueur, écrivain, militant politique, enfin, qui lui va promouvoir aussi ce courant de pensée. Donc, vous voyez qu'on a en fait des profils, on n'a pas forcément que des, comment dirais-je, des universitaires en chambre, hein, pour le dire un peu de manière un peu caricaturale. On a un courant de pensée là avec des personnalités. Kurt Weill, ingénieur, chercheur, futurologue américain, qui travaille pour Google. Hein. C'est lui qui va justement proposer le concept de singularité. Et vous avez par exemple aussi Max More, philosophe anglais, transhumaniste, fondateur de l'Extropy Institute, dont on lira un extrait juste après. Voilà, bon, 4 noms, on pourrait évidemment être extrêmement exhaustif, mais ce n'est pas forcément le lieu. Enfin, voilà, je ne choisis de ne pas le faire. Alors, vous voyez que les contradicteurs, là j'ai de nouveau fait mes petites photos à la bibliothèque, mais c'est pour vous montrer, si vous voulez, un peu l'espèce de disproportion comme ça, hein, qui est intéressante, qui raconte quelque chose. Hein. Voilà, il y a beaucoup de contradicteurs, je dirais en majorité philosophes, bioéthiciens. Alors beaucoup de chrétiens, hein, avec notamment par exemple un livre qui s'appelle « Le christianisme est un transhumanisme ». C'est quelque chose qu'on explorera aussi, hein, cette dimension-là. Et donc vous avez toute une littérature chrétienne catholique, hein, qui évidemment se met en porte-à-faux face aux transhumanistes. Mais vous avez aussi, dans notre contexte belgo-belge, hein, des laïcs, hein, c'est-à-dire des gens qui sont en général dans les piliers, vous avez le pilier chrétien et le pilier laïque, qui vont répondre aux chrétiens. Hein, donc on va se rejouer cette polarité typiquement belge entre la laïcité et les chrétiens, les catholiques ici. Donc ils vont aussi prendre position avec, comment dirais-je, des arguments très intéressants, et je vous en parlerai, mais vous avez donc aussi des journalistes, des intellectuels, tous, je dirais, un peu animés par cette panique morale, alors que finalement, il y a beaucoup plus d'ouvrages qui ont ce ton comme ça très catastrophiste qu'un ouvrage, je dirais, de facture plus classique en philosophie, qui essaye de décrire sans trop être affecté. Donc beaucoup de contradicteurs, et finalement peu d'écrivains du transhumanisme. Hein. Alors ça, c'est très intéressant, vous voyez. Alors, parce que finalement, ce qui fait... donc quand moi, je fais une cartographie, comme ça, quand je commence à travailler sur un sujet, je cartographie qui sont...
qui sont les acteurs en présence. Et ici, les acteurs en présence, ce sont les transhumanistes, les contre, les pour, etc. Et donc, je vois que, si vous voulez, toute cette littérature qui s'écrit contre le transhumanisme est aussi une littérature, du coup, qui va contribuer à la manière dont le transhumanisme va se définir. Puisque eux-mêmes qui sont d'abord les transhumanistes, je dirais, de départ, vont entendre des arguments. Tiens, je n'avais pas pensé à ça. Et donc, va se construire, si vous voulez, ce courant de pensée transhumaniste avec finalement au centre un débat. Et ça, c'est très particulier et très intéressant, je trouve, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait beaucoup d'en parler ici avec vous. Voilà, alors, on peut maintenant passer un petit exemple de Kurzweil, dans son ouvrage « Singularity is near when humans transcend biology », quand la singularité est proche, quand les humains vont transcender la biologie. Voilà, vous voyez tout de suite, le ton est éminemment plein de promesses. Donc ça, c'était aussi un régime de promesses, le régime transhumaniste. Alors on peut lire ensemble ce petit extrait. Qu'est-ce qu'il dit, Kurzweil? Il dit « Nous voulons devenir l'origine du futur, changer la vie au sens propre et non au sens figuré, créer de nouvelles espèces, adopter des clones humains, sélectionner nos gamètes, sculpter nos corps et nos esprits, apprivoiser nos gènes, dévorer des festins transgéniques, faire don de nos cellules souches, voir les infrarouges, écouter les ultrasons, sentir les phéromones, cultiver nos gènes, remplacer nos neurones, faire l'amour dans l'espace, vivre 20 ans ou 2 siècles. » Alors voilà, ça c'est. Alors en même temps, c'est plein de poésie. Il y a quelque chose comme ça d'extrêmement poétique dans cette déclaration, mais en même temps, vous voyez à quel point tout ça est complètement utopique. Vivre 20 ans ou vivre 2 siècles est quelque chose de l'ordre de l'utopie. Alors qu'est-ce qu'on lit aussi, qu'est-ce qu'on ressent quand on lit Kurzweil? Vous, comme moi, vous voyez cette idée qu'il y a une totale maîtrise du corps et des technologies, et que finalement, cette articulation, cette hybridation du corps et des technologies, c'est finalement le projet ultime. C'est-à-dire qu'on va aller vers ce projet d'une meilleure humanité possible, puisque c'est ça leur idée, c'est Humanity Plus, où c'est cette idée que l'humanité finalement n'est pas encore arrivée à son parfait accomplissement. Il faut finalement, pour être humain, devenir surhumain. Donc vous voyez qu'il y a cette idée-là, il y a une confiance totale dans les technologies, une confiance totale aussi dans les corps, dans le fait que nos corps sont capables finalement de supporter ces technologies et de changer, d'évoluer et d'accepter finalement aussi tous ces changements. Donc ça, il y a une totale confiance donc, en technologie, mais donc aussi en la science, évidemment. Donc vous voyez le contraste aussi qu'il peut y avoir avec l'exposé de Gerscher juste avant moi. Là, ce sont des gens qui ont foi en la science. Le corps, ici, il est d'abord, évidemment, matériel, avant d'être spirituel, et c'est bien ça que reprocheront d'ailleurs les chrétiens et d'autres philosophes aux transhumanistes, c'est que finalement, vous considérez les corps comme uniquement une matérialité que l'on peut finalement améliorer à notre guise, et que vous vous débarrassez de l'esprit, d'une certaine manière. Le corps serait débarrassé de tout esprit, de tout supplément d'âme. Le corps est juste cette matérialité qu'il s'agit d'améliorer jusqu'à devenir cette espèce humaine que nous allons vous faire découvrir. Ce qu'on voit aussi dans ce petit extrait, très simplement, on voit une colonisation du futur, c'est-à-dire que nous voulons devenir l'origine du futur, c'est-à-dire que le futur, il est comme les corps, il est comme les technologies, si vous voulez. Il se présente comme étant maîtrisable, tout à fait maîtrisable. Dans la mesure où nous maîtrisons nos corps et nos technologies, nous allons maîtriser le futur. Alors ça aussi, c'est une chose qui fait très peur, et c'est ça aussi sans doute qui va provoquer, si vous voulez, ces paniques morales et ces paniques aussi spirituelles. Colonisation du futur, domination du futur, donc il n'y a plus de futur finalement. Le futur qui se présente à nous comme quelque chose finalement qui n'est jamais donné d'avance, là, il y a l'impossibilité de croire encore que le futur se donne tel qu'il s'est toujours donné. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce petit extrait? Science et science-fiction sont sur la même ligne d'horizon. Quand on peut lire ça comme ça, on peut se dire on est dans un ouvrage de science-fiction. Quand on se dit dévorer des festins transgéniques, faire don nos cellules souches, bon ça on peut le faire. Voir des infrarouges, etc. On se dit voilà, on est en train de lire un roman de science-fiction, et c'est évidemment
toujours, ça fabrique l'imagination, ça fabrique aussi l'imagination des scientifiques. Hein, donc là, ici, science et science-fiction, finalement, je ne dirais pas qu'ils se mélangent, mais ils deviennent la même ligne d'horizon. La science devient ce que la science-fiction pourrait faire en sorte que la science devienne, si vous voulez. Hein. Voilà, donc des petites choses qu'on peut dire. Alors, un autre extrait que je voudrais vous lire, ici de Nick Bostrom, là, le philosophe suédois. Vous allez voir la même foi dans les technologies modernes telles que l'ingénierie génétique, la technologie de l'information, la médecine pharmaceutique, ainsi que l'anticipation des capacités futures, dont la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, le téléchargement des données du cerveau dans un ordinateur ou uploading, la félicité perpétuelle par modification chimique, paradise engineering, et la colonisation de l'espace font partie de la sphère d'intérêt de transhumanisme. Franchement, est-ce que ça ne vous fait pas envie ? Hein? Est-ce que ça ne nous fait pas envie? Moi, je me dis Paradise Engineering, pourquoi pas? Des jours où lundi matin, ce serait pas mal. Vous voyez, donc, il y a quelque chose, voilà, de nouveau, science et science-fiction se mélangent. Hein, et on voit ici à nouveau à quel point, voilà, les délégations entières aux technologies, elles sont les seules, finalement, les technologies à améliorer l'humain. Hein, la seule possibilité d'améliorer l'humain, c'est par les technologies. Alors, les technologies sont de toutes sortes aussi. Hein. Il y a, évidemment, on pense beaucoup aux technologies informatiques. Hein, quand on se dit qu'on va mettre notre cerveau sur une clé USB, ça c'est toujours un peu ce à quoi on pense quand on pense transhumanisme. Mais évidemment, les technologies, c'est aussi toute la chimie pharmaceutique. Ce sont évidemment des technologies au même titre que les autres. Mais tout ça nous fait voir le monde, nous fait habiter le monde, évidemment, d'une manière tout à fait différente, et transforme nos corps aussi. Hein. Donc, une fois une délégation, même plus qu'une fois une délégation. Hein, alors l'idée aussi, j'ai déjà évoqué, mais que l'humain est à l'étroit, en fait, dans lui-même. Finalement, il serait comme dans une carapace qui serait trop petite pour lui. Hein, il devrait changer de carapace. Hein, et alors ça fait vraiment référence, si vous voulez, à ce qu'on a appelé le courant fonctionnaliste, notamment Herbert Simon, qui était un fonctionnaliste et qui a beaucoup travaillé sur les administrations, mais qui a beaucoup inspiré les informaticiens. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Herbert Simon? Il disait les capacités humaines, en fait, elles sont illimitées. Ce qui limite les capacités humaines, c'est le fait que nous ayons un corps. C'est l'environnement qui limite les capacités humaines. Mais finalement, par défaut, nos capacités sont illimitées. Eh bien, voilà, un des projets de l'informatique, hein, ça c'est ce que vous avez essayé de vous dire l'année dernière, mais en tout cas, un des projets de l'informatique, c'est ça, c'est de se dire, quand on va faire des petites machines comme ça ou des smartphones, finalement, c'est une délégation, c'est une extension de notre capacité de cerveau qu'on n'arrive pas à tenir dans notre boîte crânienne, mais qui s'étend à des intelligences artificielles. Et donc les intelligences artificielles ne sont jamais que la continuation de notre intelligence, puisque c'est nous qui fabriquons ces intelligences artificielles. Donc il y a ce fonctionnalisme-là qui est en sous-bassement dans le transhumanisme. Hein. Et donc c'est la conviction que les potentialités humaines sont encore inexplorées, hein, insuffisamment exploitées. Et c'est ça aussi, vous voyez, cette idée de colonisation du futur. Hein, ne laissons pas tout aller, colonisons ce futur-là pour l'humain, de manière à ce que nous puissions en sortir renforcés. Voilà, des petites choses, hein, des petites choses, des choses très importantes, enfin, des extraits qui me semblaient très, très révélateurs en fait, de ce qu'était le projet transhumanisme. Alors, la question qu'on peut se poser, hein, c'est finalement réalité ou fiction. Hein, peut-être que j'essaye peut-être parfois de s'aimer le doute finalement. Est-ce que les transhumanistes, entre guillemets, donc ceux qui écrivent tout ça, Bostrom, Max More, Kurzweil, évidemment, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pas justement, est-ce que ce serait pas simplement une espèce de science-fiction, hein, qui s'épaulerait à travers effectivement des résultats tangibles en biotechnologie? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est faisable, qui est crédible, hein? Alors, je dirais qu'il y aurait, pour moi en tout cas, justement en faisant la part des choses, hein, deux réalités transhumanistes. D'une part, effectivement, alors je dirais qu'il y a un transhumanisme voilà, qui est, comme celui que je viens de vous exposer, il y a beaucoup de discours, beaucoup de récits, des choses qui voilà, activent l'imagination qu'on pourrait vivre autrement, être humain autrement, et surtout vivre mieux, plus longtemps, sans souffrance, sans maladie. Hein. Moi, par exemple, qui suis très très myope, je me dis, voilà, mes yeux, je pourrais les réparer, finalement. Je ne devrais peut-être pas un jour devenir aveugle, ce qui me pendrait peut-être au nez, si vous voulez. Donc là, Alors, il y a quelque chose de l'ordre d'une foi qui est tangible et d'une foi qui n'est pas tangible. Hein. Donc, uploader son cerveau sur une clé USB, ça, je peux vous dire que ce n'est pas encore à l'heure du jour. Hein, ça, on n'y est pas encore.
Par contre, les cellules souches, c'est vrai que là, on sait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faisables, beaucoup plus crédibles. On est en train de travailler à pouvoir améliorer ces technologies. Donc, il y a un ensemble de discours, de débats, de récits à forte tonalité théologique, voire religieuse. Donc, je dirais, ça, c'est évidemment une forme de réalité, mais c'est une réalité plutôt discursive. Donc, on peut peut-être le ranger de l'ordre de la fiction, dans tout ce rêve des Humanity Plus, Extra P Institute, etc., de tous ces grands champs du transhumanisme. Et en même temps, il y a, je dirais, un transhumanisme ordinaire, c'est-à-dire des pratiques et des réalités du champ biomédical dans lequel il y a du méliorisme humain, qui pallie à des manques, des déficiences par des prothèses, qui permettent d'améliorer l'humain par des technologies. Donc là, on peut aussi faire une liste de toutes les prothèses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, qui nous aident finalement à être plus humains, mieux qu'humains, enfin vous voyez, transhumains. Alors voilà, prothèse dentaire, pacemaker, paire de lunettes, c'est déjà finalement une prothèse qui me permet un meilleur rapport au monde. Les stérilets, les smartphones géolocalisés, les Fitbit, donc ces petites montres qui vous suivent, qui comptent le nombre de vos pas, etc. Alors Google est sans doute une des prothèses qu'on utilise le plus souvent, puisque c'est la prothèse qui nous permet de savoir beaucoup plus vite qu'avant des choses qu'avant on aurait dû prendre beaucoup de temps pour savoir. La Ritaline, ce médicament qu'on donne à certains enfants qui ont des problèmes d'attention, pour justement leur permettre de se raccrocher au monde. Bon, tout ça sont déjà des prothèses. Donc tout ça, c'est déjà, dans une certaine mesure, du transhumanisme, si vous voulez. Donc on pourrait déjà dire, nous sommes déjà des transhumains. Nous sommes tous transhumains. Qui, ici, n'a pas de prothèse, n'a rien. Difficile finalement d'échapper, même jeune, en fait, à des types de prothèses. Même un petit smartphone, voilà, pour pouvoir se repérer dans la ville, des lunettes... il y a toutes sortes de choses qui font qu'on est déjà, dans une certaine mesure, des transhumains. Alors, c'est ici, si vous voulez, par contre, dans cette espèce de difficile partage entre réalité et fiction, que vont se jouer les inégalités dont je vous parlerai la semaine prochaine, dans la prise en charge, justement, biomédicale. Donc ici, est-ce que tout le monde... Alors, tout le monde, probablement, maintenant, peut se payer une paire de lunettes, mais est-ce que tout le monde pourrait, par exemple, se payer... pouvoir bénéficier d'une greffe de yeux, par exemple, ou pouvoir avoir des nouveaux yeux, parce que ça, on sait bien que c'est quelque chose qui va bientôt peut-être arriver. Donc d'avoir des technologies extrêmement chères, extrêmement coûteuses, et c'est là où, si vous voulez, ce que nous promet réellement le transhumanisme, donc il y a des réelles promesses du transhumanisme, si on décide de l'appeler comme ça, bien entendu, de l'amélioration humaine, mais est-ce qu'elles seront accessibles à tous et à toutes? On sait déjà bien que non, évidemment. Et donc ça, on en discutera la semaine prochaine, mais c'est sur cette question-là, entre réalité et fiction, que se jouent les inégalités. Alors c'est aussi sur cette question-là, entre réalité et fiction, que va se jouer justement toutes les querelles éthiques. Et toutes les querelles éthiques, elles vont se jouer aussi dans quelque chose qui va se jouer dans la question du mérite, qui finalement... et alors là, on reprend certains cas, des grands cas, comme le cas d'Oscar Pistorius. Vous vous souvenez peut-être d'Oscar Pistorius. Bon, il est maintenant célèbre pour une triste raison, puisqu'il a tué sa compagne. Mais avant d'avoir tué sa compagne, il était célèbre pour une autre raison, c'est d'avoir couru avec des prothèses. Et ces prothèses lui ont donné la possibilité de courir plus vite que les valides, en fait. Donc il était d'abord un athlète qui courait avec les athlètes aussi porteurs de handicap. Et puis ces prothèses ont fait qu'il a été trop vite. Et donc il est devenu plus qu'humain, surhumain. Et donc on n'a plus trop su dans quelle catégorie il fallait le mettre, cet Oscar Pistorius. Alors ça, vous voyez, ça c'est aussi quelque chose... Là, on parle pas d'inégalité, on peut parler d'inégalité, mais le cas d'Oscar Pistorius est intéressant parce qu'il va justement nous raconter quelque chose sur qui, finalement, qui mérite les prothèses, c'est-à-dire qui mérite de concourir. Est-ce que Oscar Pistorius méritait d'avoir sa médaille puisqu'il avait des prothèses qui le faisaient courir plus vite que les valides, etc. Donc il y a tout si vous voulez, de nouveau, quelque chose de politique, d'éthique et de politique, c'est la question... de la méritocratie, mais aussi la question, si vous voulez, de comment bien catégoriser cet humain qui fait qu'on peut courir là ou là. Donc voilà, bon, on en reparlera. Je fais attention à l'heure, non ça va, je ne suis pas encore du tout en retard. Voilà, alors
voilà, j'ai dit quelques mots ici sur les transhumains. Je vous en parlerai encore longtemps, donc je propose qu'on s'arrête ici pour ce premier moment un peu de mise en place des acteurs. Maintenant, on passe post-humain. Alors, c'est quoi ces post-humains? Ou c'est quoi plutôt le post-humanisme, hein? Alors, ici, vous allez voir que c'est vraiment la carte des acteurs se présente de manière tout à fait différente. Ici, on est beaucoup plus dans un champ disciplinaire, hein, voilà, un ensemble, je dirais, de chercheurs, universitaires, peut-être pas que de chercheurs d'ailleurs, hein, des académiques, des penseurs, des artistes aussi, qui vont ils s'inscrivent dans l'héritage de la postmodernité et des post-structuralistes, d'où l'idée de post-humain, hein, puisqu'ils vont s'inscrire comme ça dans une continuité je dirais, disciplinaire, philosophique, de points d'ancrage disciplinaire. Donc voilà, un ensemble des petits groupes de chercheurs, un peu aux États-Unis, un peu en Europe, etc., qui, à un moment, se disent, nous, finalement, on aimerait bien proposer un nouveau concept, qui est le concept de post-humain, mais qui, vous allez voir, est assez différent du concept de transhumain. Alors, je vous aussi quelques noms, alors il y en a plein d'autres. Donna Haraway, voilà, biologiste et philosophe des sciences, américaine, dont je vous parlerai parce que c'est sans doute elle, si vous voulez, qui ouvre un peu le courant. Hein, ça a été vraiment, elle est toujours vivante. C'est vraiment une philosophe qui a quelque chose de très avant-gardiste dans la manière dont sa pensée arrive. Hein. Souvent, elle propose un texte et alors elle suscite quand même pas mal de disciples, on peut dire ça comme ça, en tout cas de suiveurs et suiveuses, hein, dans sa pensée. Donc je vous parlerai tout de suite de ce texte qui va justement ouvrir le champ, le courant de pensée du post-humanisme. Alors on a aussi Catherine Hayles, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment nous sommes devenus post-humains », tout simplement, philosophe, professeur de littérature, Duke University, donc aussi aux États-Unis. Vous avez aussi une philosophe, Université d'Utrecht, Rosie Braidotti, Carrie Wolf, un professeur de littérature à la Rice University. Donc un courant de pensée, je dirais d'abord très américain et puis aussi européen. Voilà, la manière dont les universités fonctionnent, c'est quand même souvent entre États-Unis et Europe. Alors, tous ces gens, on va dire, alors évidemment, ils ne sont pas tous d'accord sur tout, mais ils sont d'accord d'appartenir à ce courant de pensée. Donc là, on va dire, à la différence des transhumanistes, où là, c'est plutôt plic-ploc des gens, si vous voulez, et puis alors il y a des agrégats et des discussions. Ici, vous avez un courant de pensée relativement unifié, hein, à la différence des transhumains, et surtout un courant de pensée qui s'inscrit vraiment dans une espèce de légitimité qu'est l'université et le monde académique. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour comparer avec les transhumanistes, hein, c'est qu'il y a peu de contradicteurs des posthumanistes. Hein, il n'y a pas de gens qui disent « Oh, les posthumains », sauf ceux qui confondent posthumains et transhumains, hein, qui appellent les posthumains comme étant ceux les transhumains. Il y en a peu, en fait. Hein, il y a peu de gens qui disent « Bon, le posthumain, c'est vraiment... il faut faire attention », ou bien c'est des gens qui racontent n'importe quoi, etc. Donc, il y a peu. Hein, il y a peu de contradicteurs. Et les contradicteurs du transhumanisme, hein, comme je vous dis, qui écrivent beaucoup, semblent les ignorer. Hein, donc ça aussi, ça fait partie de notre cartographie des acteurs. Bon, alors, c'est quoi, finalement, ce posthumanisme, hein? Donc, les posthumanistes, finalement, ne rêvent pas d'un nouvel humain, à la différence des transhumains. Hein, finalement, ce dont ils rêvent, ce qu'ils promeuvent, hein, c'est cette idée que ce n'est pas l'humain qui est un problème, hein, qui devrait être dépassé, mais c'est plutôt l'humanisme. Et donc, ce qu'ils vont critiquer ici, c'est plutôt le courant humaniste. Cette idée, en fait, que quand on est humaniste, on se dit que l'humain est au centre, si vous voulez, ou l'humain est la mesure du monde. Et c'est bien ça qu'ils vont critiquer les post-humanistes, c'est se dire, en fait, continuer à penser que les humains sont la mesure du monde ou sont le centre du monde, c'est un véritable problème pour le monde. Hein. Donc c'est une pensée assez proche, en fait, des écologistes, ce qu'on appelle la deep ecology. Hein. Les écologistes radicaux, ils ont une pensée assez proche de tout ça. Mais les écologistes radicaux, ils sont très différents des post-humanistes parce que eux, ils vont rejeter en bloc la technologie, hein, ce qui ne va pas être le cas ici des post-humanistes, pardon. Donc, ce qui est en jeu dans le post-humanisme, c'est cette idée-là, elle est centrale. Donc, c'est l'humanisme qui est critiqué dans la pensée post-humaniste, mais non l'humain. Il faut se détacher de l'exceptionnalisme humain. Donc, il faut cesser de penser que nous sommes la mesure du monde. Hein. Il faut critiquer sa centralité, et en cela, c'est une critique de l'humanisme, critiquer le sujet,
la manière dont nous sommes informés en tant que sujet, hein, d'où nous voyons. Je dis, bon, alors, évidemment, c'est difficile de parler pour tout le monde, hein, si vous n'êtes pas obligé évidemment de penser que je vous englobe si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais nous sommes en tout cas dans l'Occident, en Occident ici, formés à nous penser comme ça, à nous voir en fait comme des sujets détachés du monde, ayant une relative maîtrise et autonomie de nous-mêmes, de notre propre corps, de notre propre santé, évidemment, hein, avec les mesures et les tensions qu'on connaît, mais nous sommes vraiment formés à nous voir comme ça, détachés du monde. Hein, et d'ailleurs, il y a plein d'expressions qui montrent ça. Vous voyez, quand on va le dimanche se promener dans la forêt, on dit « Ah, je me suis reconnecté à la nature ». Hein, vous connaissez cette expression. Cette idée de reconnexion à la nature, elle raconte, si vous voulez, aussi comment, à quel point, finalement, nous pensons déconnectés. Puisqu'il faut se reconnecter, c'est que nous sommes déconnectés. Hein, vous me suivez quand je dis ça. Et donc, rien que cette expression-là, qui, en fait, quand on le dit, on pense juste au plaisir qu'on a à aller en forêt, et ce plaisir est tout à fait légitime, et on pense aussi qu'on a cette impression qu'à la fois, on est parti de cette forêt, hein, qu'on se sent bien quand on aime ça, mais qu'en même temps, voilà, rien que le geste, hein, le mot « se reconnecter » dit énormément sur, si vous voulez, comment on est informé en tant que sujet, en tant qu'humain. Et c'est ça, exactement ça, que critiquent les post-humains. Vous voyez, c'est ça notre problème, ils disent. Notre problème, c'est que nous sommes toujours vus comme étant des êtres à part. Hein, même si nous pensons pas forcément de valeur supérieure, hein, ce que certains pensent, mais d'autres pas, nous ne pensons peut-être pas d'une valeur supérieure aux animaux ou à la forêt, mais en tout cas, nous pensons en tout cas sur un autre registre. Hein. Et voilà, vous avez des expressions comme ça chez les écologistes. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Hein, et ça, c'est des écologistes radicaux qui disent, vous voyez, en disant ça, je montre que j'ai conscience, effectivement, que, comment dirais-je, que j'étais un sujet qui a été informé comme étant détaché du monde, mais je voudrais ne plus l'être. Et donc, je voudrais sortir de cet exceptionnalisme humain, cette centralité de l'humain. Hein. Donc les post-humains, la manière dont eux se définissent, c'est ça. Donc vous voyez qu'on est sur deux registres complètement différents. Hein. Et en même temps, il y a quelque chose d'intéressant dans cette recherche d'une sortie d'un certain humanisme. Hein. Alors dans le post-humanisme, ce qui est intéressant et justement c'est ça qui fait qu'il est différent aussi de la deep ecology par exemple, c'est que le regard, la position qu'ils ont par rapport aux technologies, elle est, je dirais, beaucoup plus politisée. Alors, qu'est-ce que j'entends par politisée ? J'essaie de trouver un mot que je n'ai pas forcément été extrêmement satisfaite de ce mot-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces post-humains, ces post-humanistes, voilà, je dois dire post-humanistes, pour eux, la question n'est pas de savoir si on doit être pour ou contre, hein, alors que les gens de la deep ecology, eux, ils sont vraiment contre la technologie, puisqu'ils veulent revenir entièrement à la nature. Eux, ils vont dire, mais non, en fait, on doit être prudent avec ces technologies, mais ces technologies, en même temps, font partie aussi de les non-humains. Hein. Donc, ils vont dire il y a les humains et les non-humains, et ces technologies, on habite avec ces technologies. On n'est pas, nous les fabriquons, et nous ne pouvons pas nous aussi nous penser en dehors de toute technologie, puisque alors ce serait très compliqué de vivre en dehors de toute technologie, si vous voulez, puisque n'importe quel outil est déjà une technologie. Donc, il y a ce regard critique, si vous voulez, qui fait que il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies, à la grande différence voilà, de la deep ecology. Alors, pour bien montrer, si vous voulez, mais j'y reviendrai aussi hein, sur Haraway dans la dernière leçon, il y a un texte clé qui est le texte de Donna Haraway, ce texte qu'il a fait vraiment connaître en 1985, qui s'appelle A Cyborg Manifesto, le manifeste cyborg, et qui est c'est assez étonnant parce que c'est un manifeste qui a aussi inspiré les transhumanismes, parce qu'il a été lu de manière très littérale et pas au second degré tel que le voulait le faire Donna Haraway. Donc ça, c'est un peu les aléas de l'histoire. Hein. Ce que font les textes est finalement indépendant de ce que avaient décidé les auteurs, bien entendu. Alors, dans ce petit texte, hein, c'est un texte d'une vingtaine de pages, c'est même pas un livre, c'est un manifeste, donc quelque chose de l'ordre de... et c'est pour ça que ça a été lu par les transhumanistes comme étant finalement quelque chose qui pouvait leur parler. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est un manifeste ? Vous voyez bien, un manifeste communiste, camarades, allons-y, voilà, et prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Eh bien, le manifeste cyborg, il y a quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, c'est pas du tout un manifeste communiste, mais c'est cette idée. Écoutez, Haraway, elle nous dit, je dirais de manière très résumée, écoutez, vous avez toujours pensé que vous aviez un corps pur,
humain détaché du monde, rien n'est plus faux. Nous sommes tous des hybrides. Et le cyborg est notre métaphore. Nous devons plus nous voir comme des cyborgs que comme des êtres humains animés d'une pureté humaine, si vous voulez, constitués d'une pureté. Et donc, ce manifeste cyborg, il y a vraiment, si vous voulez, cette idée que nous sommes d'abord et avant tout des êtres hybrides, hybrides de machines et d'animalité et d'humains. Donc nous sommes à la fois humains, machines et animaux. Et alors, ce manifeste cyborg, il a, enfin, dans évidemment ce petit monde, j'allais dire un retentissement énorme, évidemment dans un petit monde académique, mais il va, voilà, c'est un texte extrêmement cité et qui va, voilà, faire naître, si vous voulez, ce courant post-humanisme au sein des universités, et puis après des artistes, des penseurs, des intellectuels. Il va vraiment être très inspirant parce qu'il va justement à la fois critiquer la centralité humaine, mais aussi montrer que cette humanité qu'on pense comme étant pure, autonome, etc., elle dit ben non, rien n'est plus faux finalement. Et si vous voulez, en dénonçant un peu les dichotomies féminin-masculin, nature-culture, organique-artificielle, homme-femme, blanc, de couleur, animal, etc. Tout ça, elle va essayer de déconstruire pour montrer finalement l'artefactualité, donc le caractère construit finalement de ce qu'on pensait être comme un corps humain. Donc un corps humain pur, qui serait uniquement humain. Et petite parenthèse, cette fiction du corps pur, c'est une fiction qui anime fortement les débats justement contre les transhumanistes. La plupart des livres que je vous ai montrés, un peu, que vous avez photographié les couvertures, faut-il avoir peur, le danger, les victimes, la menace. Une des principales menaces dénoncées par les contradicteurs du transhumanisme, c'est ça. Nous perdons notre pureté d'être humain. Nous ne sommes plus tout à fait humains, et donc finalement peut-être que nous allons disparaître. Est-ce que si finalement j'ai un pacemaker, une paire de lunettes, un stérilet, etc., est-ce que je suis encore tout à fait humaine? Est-ce que à partir de quel stade est-ce que je suis toujours humaine? Mais c'est drôle, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Alors parfois je me dis, est-ce qu'il faudrait un pourcentage ou je ne sais pas? Est-ce que ceux qui ont des prothèses, vous voyez, des gens qui ont malheureusement dû se faire amputer, est-ce qu'ils sont toujours suffisamment humains? Et donc ça veut dire, donc qu'est-ce que c'est être humain? Alors ça, c'est la panique morale de se dire, alors il y a un comptage, combien de pourcentage, et avec des recherches de critères. Et alors les critères de l'esprit sont les critères qui reviennent le plus dans les débats transhumanistes, mais ici dans les débats post-humanistes, c'est dire, mais non, en fait, écoutez, arrêtez, on a toujours été finalement post-humain. C'est une fiction. La fiction, en fait, elle est là. Elle n'est pas dans la science-fiction que nous promettent les transhumanistes, mais elle est dans le fait que nous croyons que nous sommes des êtres avec un corps tout à fait pur, mais en fait, c'est faux. Bon, je mets en place, je dramatise un peu évidemment les acteurs en place, mais c'est ça en fait qui se passe, si vous voulez, dans ces débats. Donc ce petit texte-là, c'est un texte clé qui va vraiment inspirer les post-humains. Alors, que vont-ils dire d'autres? Alors, je vais terminer ici avec une présentation des post-humains, avec une présentation de leur éthique, parce qu'il y a, dans les deux cas d'ailleurs, et c'est aussi pour ça il y a une question de panique morale, il y a une éthique qui est là, très vite. Il n'y a pas forcément toujours une éthique dans les débats philosophiques, si vous voulez. Des débats philosophiques qui veulent se protéger, en fait, d'un point de vue éthique. Parce que le point de vue éthique, c'est un point de vue qui est à la fois critique, mais c'est un point de vue aussi normatif. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous prescrit, et vous êtes prescrit. Alors, on ne vous l'impose pas, on ne vous le tape pas sur la tête comme ça, mais il y a une prescription dans l'éthique. Donc, il faudrait vivre autrement, et donc voici les pistes. Et donc dans les deux cas, vous avez ici, là c'est une vraie similarité d'ailleurs, vous avez quelque chose de l'éthique dans les discussions transhumanistes et post-humanistes. Alors dans l'éthique post-humaine, il y a cette proposition, la posture éthique, elle étend la préoccupation morale aux choses et aux êtres qui sont différents de nous, en particulier aux autres espèces et objets avec lesquels nous cohabitons dans le monde. Et c'est là, dans cette littérature-là, vous trouvez beaucoup ce mot de humain et non humain. Nous composons le monde humain, virgule, et non humain. Et même certains auteurs n'utilisent plus non-humain, utilisent plus qu'humain. Et c'est souvent en anglais « more than humans ». C'est-à-dire, ils estiment que pour justement faire encore plus, si vous voulez, nous sortir encore plus de cette centralité, il faudrait montrer que les autres sont plus que nous. Et peut-être qu'en nombre, ils sont plus que nous d'ailleurs. Les autres espèces sont peut-être plus que nous. Enfin voilà, ça c'est si vous voulez, leur préoccupation morale. Alors une éthique post-humaine, elle encourage à se penser en dehors des intérêts de notre propre espèce,
c'est-à-dire de s'intéresser aux intérêts des autres espèces. Et alors, je vous renvoie ici, vous la connaissez certainement, Vinciane Després, qui est voilà, quelqu'un qui est... mais qui est véritable. Alors, je ne sais pas si elle se définirait post-humaine, par contre, ou post-humaniste plutôt. Ça, je ne voudrais certainement pas lui coller une étiquette sur la tête, mais en tout cas, ce qu'elle défend dans ses travaux, c'est certainement ça. Se penser en dehors des intérêts de sa propre espèce. Quand son travail sur les animaux est vraiment quelque chose qui est dans cette ligne-là. Être moins narcissique dans notre conception du monde. Donc, nous ne sommes peut-être pas la mesure du monde. Peut-être il y a une autre mesure que nous-mêmes. À se voir interdépendant plutôt qu'indépendant du monde. Donc, je vous disais, cette métaphysique, et là, je dirais indépendamment du transhumanisme, du post-humanisme, nous habitons le monde comme en étant détachés de ce monde. En y étant, mais on habite dedans, mais en même temps, on est quand même, on se pense comme étant autonome par rapport à ce monde. Nous ne sommes pas le monde, nous habitons le monde en général. Donc, il y a cette... voilà, et là, c'est de l'ordre, comme je vous disais, une éthique, et de l'ordre de la normativité. Il faut habiter le monde autrement, se voir interdépendant plutôt qu'indépendant du monde. Alors, petite parenthèse, ça, c'est des choses, voilà, on sort peu à peu de cette grande crise du Covid, mais autour de cette question-là, interdépendance et dépendance, les post-humanistes qui écrivaient des choses sur le Covid ont dit, ben voilà, vous voyez, si on se voyait beaucoup plus interdépendant, eh bien peut-être que cette crise ne serait pas arrivée, on n'aurait pas eu une telle violence à comprendre les effets de cette crise. Puisqu'on se voit toujours indépendant, comme ça, autonome, et on va régler la crise à coup de technologie. Je parle ici de la crise du Covid. Eh bien, si on s'était vu dans des interdépendances, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais ça, c'est typiquement une position des post-humanistes, par exemple, sur l'interdépendance. C'est assez intéressant, d'ailleurs, à creuser pour se dire, finalement, comment est-ce qu'on habite le monde. Alors, enfin, prendre au sérieux les intérêts et les droits des choses et des êtres différents de nous. Et alors là, je renvoie aux travaux, par exemple, de juristes ou de politologues qui se disent, est-ce que la nature a des droits? Comment donner un statut juridique à la nature? Alors, c'est des choses qui... Voilà, on sait qu'en Équateur... il y a des rivières, en Nouvelle-Zélande aussi, des rivières ou des forêts qui sont maintenant des êtres juridiquement, qui ont un statut juridique. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Alors ça, c'est intéressant, parce que là aussi, discussion. Est-ce qu'on leur donne un statut d'humain? C'est-à-dire qu'ils peuvent aller au tribunal, c'est-à-dire qu'ils peuvent défendre leurs droits. La rivière peut défendre ce droit par rapport à, par exemple, à une entreprise qui la polluerait. Alors, est-ce que c'est ça, se débarrasser de l'exceptionnalisme humain? Est-ce qu'accorder un statut d'humain à la nature, est-ce que ça suffit pour sortir de la centralité humaine? Voilà. Discussion, typique discussion chez les post-humanistes, si vous voulez. Discussion intéressante aussi. Voilà. Bon, je vois que l'heure avance. Voilà, j'ai aussi là brossé un portrait un peu, voilà, mis quelques petites choses sur la table, on en reparlera, sur les post-humanismes, mais comme ça, vous voyez un peu les tendances qui se dessinent, les différences. Maintenant, peut-être aborder cette dernière partie, ce projet commun de sortie des humanismes, ou de l'humain, des humanités, enfin, c'est pas encore très très clair, mais une critique de l'humanisme, en tout cas, ça c'est sûr. Alors pour rappel, l'humanisme, ça j'imagine que vous êtes lettrés et instruits, vous savez tout ça, mais c'est une manière pour moi de le redire quand même. L'humanisme, ça apparaît à la Renaissance, et c'est au départ une réaction contre la superstition, l'autoritarisme religieux de l'Europe médiévale. C'est une manière, là, justement, de mettre l'humain au centre. Donc il y avait un intérêt, évidemment, pour eux. Alors, dans ces humanismes, il y a de nouveau un large éventail de mouvements philosophiques et éthiques qui sont unis, évidemment, dans cette croyance que la valeur unique, l'action, la suprématie morale des êtres humains est prépondérante. Nous sommes la mesure du monde, si vous voulez. Avec, évidemment, des visions peut-être plus radicales que d'autres. On peut être la mesure du monde sans forcément dominer le monde. Donc, il y a aussi toute une critique. Par exemple, les post-humanistes ont beaucoup critiqué cette idée-là parce qu'ils vont dire c'est parce que les humains se sont crus au centre du monde qu'ils l'ont détruit. Vous voyez, pour ça, typiquement, c'est quand même des gens assez proches de l'écologie radicale, bien sûr. L'être humain, en tout cas, est au centre du monde moral. Et pour reprendre les propos de Rémi Brague, dans son ouvrage « Le propre de l'homme sur une légitimité menacée », pour lui, voilà, l'humanisme, c'est d'abord une prise de conscience d'une différence radicale entre l'homme et les autres vivants. Et c'est bien ça qui est critiqué chez les post-humanistes. Cette différence est comprise comme une supériorité
qui se manifeste par le logos grec ou dignité conférée par le Créateur dans le christianisme. Troisième moment, la modernité amène l'idée que la supériorité n'est pas donnée, mais doit être conquise par la domination scientifique de l'homme sur la nature. Et là, c'est vraiment la naissance de la science moderne, qui est concomitante à la naissance, enfin, les grandes explorations, la conquête de l'Amérique du Nord par les Européens, etc. Tout ça fait partie d'un même mouvement. La chasse aux sorcières, ce grand mouvement-là humaniste est aussi évidemment son revers un peu difficile. Voilà. Et enfin, l'homme finit par s'autonomiser pour devenir l'être suprême. Et là, vous voyez, chez Rémi Brague, sa manière dont il va définir l'humanisme, vous voyez que le transhumanisme, là, on pourrait faire un 5e item ici. Après l'être suprême, voilà, les transhumains sont là. Donc, c'est intéressant, si vous voulez. Vous voyez ici les transhumains, et alors je passe à la prochaine, les transhumains, ils voient une sortie de l'humanisme comme finalement la prochaine étape, en fait. C'est l'étape ultime. Et sortir de l'humanisme, c'est peut-être en fait aller jusqu'au bout, tirer la limite de l'humanisme pour faire en sorte que l'humanisme soit accompli, achevé. Et alors ici, je vous ai mis un petit extrait de Max More, Principle of Extropy, qui va justement prendre position. Le transhumanisme partage de nombreuses valeurs avec l'humanisme, parmi lesquelles un respect de la raison et de la science, un attachement au progrès et une grande considération pour l'existence humaine ou transhumaine dans cette vie. Le transhumanisme diffère de l'humanisme en ce qu'il reconnaît et anticipe les changements radicaux de la nature et des possibilités de nos vies provoquées par diverses sciences et techniques. Donc vous voyez ici comment le transhumanisme se positionne par rapport à l'humanisme. Finalement, allons encore plus loin. Et dans l'humanisme, ce que nous chérissons, ce en quoi nous croyons, c'est la raison, la science, les techniques, la technologie. Donc allons encore plus loin dans cette vision-là de l'humanisme. Donc c'est une sortie de l'humanisme à ses limites. Le post-humanisme, bien au contraire, ça c'est Catherine Hales, comme je vous disais, cet ouvrage aussi très important, Comment nous sommes devenus post-humains, 1999. Le post-humain ne signifie pas la fin de l'humanité. Il signale la fin d'une certaine conception de l'homme, une conception qui a pu s'appliquer au mieux à cette fraction de l'humanité qui avait la richesse, le pouvoir et les loisirs de se concevoir soi-même comme des êtres autonomes imposant leur volonté par des actes et des choix individuels. Ce qui est mortifère, ce n'est pas le post-humain comme tel, mais la greffe du post-humain sur une vision humaniste libérale du soi. Donc vous voyez, ce qui est critiqué ici chez les post-humanismes, c'est le fait que l'humanisme, finalement, il y a des dégâts collatéraux, si vous voulez. Il y a cette espèce d'idée que, puisque nous sommes devenus la mesure, nous avons imposé une domination telle que la nature, les non-humains, en ont souffert. Et donc, il faut sortir de cette vision une vision humaniste libérale du soi. Donc, favoriser une vision où on se voit comme interdépendant et pas comme dépendant. Comme indépendant, pardon. Interdépendant et pas indépendant. Voilà, donc je refais de manière peut-être un peu schématique, mais ça me semblait intéressant. Donc, pour conclure sur ces deux sorties de l'humanisme, deux chemins différents, sortir de l'humanisme, deux chemins différents. Alors, le transhumanisme, il est héritier d'un humanisme qui dit que le singulier exprime l'universel. Et donc, en cela, il faut aller encore plus loin. Il faut être plus qu'humain. Il faut sortir de l'humanisme pour le dépasser. C'est ça, cette idée de trans, comme transcendance. Il y a cette idée-là. Et c'est le refus d'un humanisme qui se définit dans l'acceptation de ses propres limites. Donc nous ne devons pas nous satisfaire de nous-mêmes. C'est ça, le transhumanisme. A contrario, le post-humanisme critique de l'exceptionnalisme humain. L'homme n'est pas la mesure de toute chose. Critique du sujet humain moderne et de ses implications sociopolitiques. Et alors là, vous avez toutes les critiques envers le sexisme, le colonialisme, l'anthropocentrisme, l'individualisme libéral, tout ce qui, pour les post-humanistes, finalement, fabrique un monde qui est sans doute plus facile à vivre pour nous humains, mais moins facile à vivre pour les non-humains. Donc il y a cette idée, si vous voulez, de retrouver un espèce d'équilibre. C'est comme si, pour les post-humanistes, l'humanisme avait créé un déséquilibre dans le monde. Mais bon, et ça, c'est une pensée très écologiste, mais c'est des choses que vous, sans doute, qui feront écho avec les travaux de Charlotte Leuchs, peut-être que vous allez venir écouter, mais il y a des choses dans les qui vont faire écho.
Et donc, dans le post-humanisme, ce qui est promu, c'est cette idée de faire des alliances avec les non-humains, avec les plus qu'humains. Et là, voilà, je fais de nouveau référence à Vinciane Després dans ses travaux, quand elle dit il ne faut pas étudier les animaux, il faut étudier avec les animaux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas les prendre comme des objets, mais comme des sujets, avec qui, finalement, on va mieux les comprendre. Son ouvrage, quand elle dit « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?» si vous voulez, ça va dans ce sens-là, dans cette idée que pour bien comprendre ce qui se passe dans la vision animale, il ne s'agit pas simplement de les observer comme des objets, donc de finalement reproduire justement cette centralité, cet exceptionnalisme humain, mais d'essayer de comprendre en faisant un compagnonnage avec les animaux. Et vous avez maintenant beaucoup de travaux qui vont s'intéresser aux rivières, à la terre. Il y a beaucoup de travaux sur le sol, par exemple, alors je sais bien que c'est un peu rigolo, mais les vers de terre comme étant finalement, qui deviennent un sujet philosophique. Donc ils deviennent finalement des sujets qui peuvent raconter des choses sur le sol. Bon, voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on a... Enfin, Vinciane Després rappelle qu'on a beaucoup rigolé de ces travaux il y a une vingtaine, trentaine d'années, et que maintenant, on trouve ça quand même fort sérieux. Enfin, en tout cas, fort audible et fort important d'entendre tout ça. Enfin, voilà. Écoutez, je propose qu'on s'arrête ici pour pouvoir avoir une petite discussion, si ça va pour vous. Mais si vous avez faim, vous pouvez y aller, bien sûr. Vous avez tout à fait raison, tout à fait. Bien sûr, alors on en parlera. Voilà. Je vous dis, c'était une présentation évidemment un peu générale, mais effectivement, c'est le projet de Descartes, c'est évidemment ce qui va nourrir aussi l'imaginaire du projet de la science moderne. À la fois Descartes et sans doute, oui, c'est intéressant de le voir comme un des premiers transhumanistes, en effet. C'est très intéressant. Voilà, connaître et maîtriser la nature, c'est le projet de la science moderne, en effet. Alors, oui. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Quelle différence est-ce qu'on peut faire, c'est une question, entre le post-humanisme et un vieux courant philosophique qui est le matérialisme réductionniste? Parce que si on est un matérialiste réductionniste, par définition, on nie toute différence entre l'homme et le reste de l'univers. Eh bien, je ne connais pas ce courant matérialiste réductionniste. Vous m'apprenez des choses, je suis très contente. Alors, c'est vrai que... Alors, je dirais deux choses. Quand ils disent qu'il n'y a pas de différence, alors les post-humanistes, ils vont pas dire qu'il n'y a pas de différence, ils vont dire que
on est de valeur égale. C'est-à-dire qu'il y a autant de... Enfin, l'homme ne doit pas être la mesure du monde, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une valeur supérieure aux autres. Alors de là à dire qu'ils sont les mêmes, je ne pense pas. Ça, je pense qu'il y a justement un héritage quand même très constructiviste qui va dire, voilà, comme ils ne vont jamais dire, la science est un discours comme les autres, ils ne vont pas dire l'humain est un être comme les autres, mais en tout cas quelqu'un dont la valeur devrait être la même que les autres. Mais dont on sait aussi que les effets sur l'environnement, le milieu, n'est pas les mêmes que les autres. Donc je pense qu'il y a à mon avis plus de nuances chez les post-humanistes, certainement. Alors je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Oui, alors je pense qu'aussi le rapport qu'ils ont à la technologie est probablement, mais alors je ne les connais pas non plus, ces matérialistes réductionnistes. Vous prenez les neuroscientifiques. Oui, voilà, d'accord. Ils expliquent que le cerveau, c'est uniquement des réactions électrochimiques, c'est du matérialisme réductionniste. D'accord, ok. Je crois qu'ils vont être plus nuancés sur la valeur justement accordée. Alors ils vont essayer de... Il y a quand même une recherche d'une sortie des régimes de domination. Ça, c'est quand même des gens aussi qui se disent il faut sortir d'une domination des hommes sur les autres, etc. Mais ils ne vont pas forcément dire que du coup, ils ont tous la même valeur. Ils vont essayer de qualifier les valeurs autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, comment dirais-je, du plus vers du moins, ou du moins vers du plus. Donc il ne s'agit pas de savoir s'il y en a un qui a plus de valeur, mais ils vont qualifier la valeur. On dit de quelle valeur parle-t-on, par exemple. Et dans ce travail-là, il va y avoir aussi une mise en nuance par rapport à la place des technologies, qui sont là, pour le coup, pas vraiment des êtres vivants, mais des êtres avec une certaine agentivité. Et là, je pense que ça va sans doute être plus nuancé, mais en tout cas, il y a des similarités sans aucun doute, mais ça va sans doute être plus nuancé que les matérialistes réductionnistes, je pense. Et alors, le travail qu'ils vont essayer de faire, c'est de voir, ils vont s'intéresser surtout aux effets, en fait, de ces relations entre les humains et non humains étant à la fois du vivant, mais aussi des non-vivants. Et ils vont s'intéresser à la fois au processus, donc ce qui se passe quand ces êtres-là font des choses, interagissent, on va dire, et surtout quels sont leurs effets. Et alors, il va y avoir une prise en compte effectivement des vivants et des non-vivants. Et ça, à mon avis, c'est assez différent, parce qu'il va y avoir une recherche de la qualification. C'est pas simplement dire, il y en a qui ont plus de valeur, mais ils ont une valeur différente. Donc, il va y avoir une recherche sur comment qualifier cette différence. Voilà, je ne sais pas si je réponds honnêtement à votre question. Oui. Mais je vais... Oui, mais je prends bien note alors et j'en ferai une réponse peut-être plus nuancée que ce que je suis en train de faire.
Merci. Ben, en cela, vous êtes plus post-humain que transhumain. Sans jouer la provoque à 2 balles, mais voilà, dire finalement que l'évolution possible, elle se fait à travers les valeurs, ben ça, c'est sans doute quelque chose que le post-humanisme va plutôt promouvoir, en disant ben, finalement, si on change notre regard sur le monde, eh bien, nous serions autrement humains. Donc, tout à fait. Alors, oui, ou en Asie, parce que l'Asie, c'est très grand. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travaux là, par contre. Enfin, là, je décale un peu les choses, mais au Japon, Corée, il y a, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur l'interactionnisme humain-machine, humain-robot, hein, où on sait que c'est quelque chose. Allez, c'est un peu, enfin, il est courant de penser que les Japonais, les Coréens, voilà, laissent rentrer des robots plutôt humanoïdes en fait, et il y a une prise en charge effectivement de l'ordre de la santé. Alors, ce qu'on sait dans les travaux qui ont été effectués là-dessus, c'est qu'en effet, les Japonais et les Coréens, c'est un peu caricatural quand je vais le dire comme ça, mais n'ont jamais quitté finalement une forme d'animisme qui fait qu'ils peuvent aussi faire confiance en fait à ces petits non-humains dont ils savent très bien qu'ils ne sont pas vivants, mais qu'ils sont animés de quelque chose, hein, animés en tout cas d'une certaine agentivité. Et donc à ce titre-là, justement, ils leur font confiance, alors que nous, Européens, par exemple, on a les robots humanoïdes. D'abord, c'est très coûteux, c'est très compliqué à mettre en place. Hein. C'est pas justement aussi simple que quand dans une science-fiction. Mais juste, on a tendance à leur accorder, même si on leur accorde un statut d'autonomie, mais à avoir un rapport ambivalent par rapport aux robots, en tout cas aux intelligences artificielles. C'est à la fois, on leur accorde une certaine autonomie, une certaine intelligence, mais à la fois, on sait que ce sont des artefacts, c'est-à-dire que c'est des fabriqués. Et donc, on a beaucoup moins de tolérance, finalement, face à l'erreur par rapport à ces petits robots humanoïdes que de longs, justement, voilà, les Japonais ou les Coréens. Et là, voilà, ça, beaucoup de travaux l'ont montré. Hein. Il y a, finalement, l'animisme est resté, enfin, il n'a pas disparu. Je pense que l'animisme, on avait chez nous aussi, il n'a pas disparu. Et il s'est superposé à une culture moderne et qui fait qu'il y a, finalement, une rencontre possible. Hein, là, je parle comme si j'étais une post-humaniste en disant ça. Une rencontre possible avec les petits robots et les humains. Quelqu'un, oui, madame. J'étais interpellée, quand vous avez donné votre biographie des transhumanistes, par le fait que le dernier auteur s'appelait Max More. C'est un pseudo. Et j'ai regardé, il ne s'appelle pas Max More, il s'appelait Max O'Connor. Tout à fait. Et autre chose m'a interpellée dans Wiki, c'est que son épouse s'appelle Natasha Vita. Bon, donc il a changé légalement son nom, ce sont les deux allemands. Alors j'ai regardé Natasha Vita-Mort, et là on tombe sur quelque chose qui me paraît énorme, qui s'inscrit tout à fait dans la ligne de ce que Christophe posait comme question tout à l'heure. Elle travaille avec lui, elle poursuit les mêmes buts, et la dernière chose qu'ils ont dit, c'est qu'elle s'est inscrite pour être cryogénisée. Et elle explique, ce sera notre dernier chef-d'œuvre, nous arrangerons le cadavre sous toutes sortes de formes, de couleurs, de textures. C'est pas l'association radicale, je n'aurais pas expliqué. Oui, bah, voilà, ça c'est la grande utopie, hein, tout à fait, oui. Donc effectivement, hein, Max More, donc, qui s'appelle d'abord Max O'Connor, et puis qui prend le nom de More en référence à Thomas More, hein, sur l'utopie. Et en même temps pour plus, hein, donc c'est les deux, c'est à la fois l'utopie et c'est plus, donc il a peur de rien, lui, hein, et sa femme aussi, oui, bien sûr, donc je veux dire, ils y croient, hein, et c'est sans doute ça aussi qui fait que tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils y croient, mais la cryogénisation, oui, bon, ils sont inscrits, hein, bon, on va voir, hein, voilà, mais en effet, c'est un fameux projet de dissociation. Mais ça, on n'y est pas encore. C'est pas si... Voilà. Merci beaucoup, à dans 15 jours.